Cette année, c'est un peu la même idée, c'est d'essayer de voir comment on peut intervenir en ce moment sur cette classe d'actifs et par quelle typologie de fonds. Et pour commencer, on va faire un tour de table, peut-être en commençant par Michel, parce que c'est une première participation pour Pareto. Quelques mots sur Pareto et aussi quelques mots sur le fonds qui sera mis en avant aujourd'hui. Ok, vous m'entendez bien, oui. Je m'appelle Michel Proto, je travaille chez Pareto, j'habite en Norvège, ma femme est norvégienne, donc j'ai pas eu trop le choix d'immigrer dans ce beau pays. Pareto, on commence à être connu sur le marché français, donc moi, tu voulais que je parle un peu de mon cursus, je crois, ou un petit peu. Donc, bon, moi, j'ai fait l'inspection générale à la SocGen, après je suis dans la salle des marchés en structure et action, à Deutsche, à Londres, et puis sur les fonds chez Ociam, qui est un fournisseur de stratégies quantitatives, ETF. Et là, depuis 8 ans que je suis en Norvège, chez Pareto. Voilà, on gère 10 milliards, actions, obligations, alternatifs. On commence à être connu sur le marché français institutionnel pour notre fonds crédit, d'ailleurs, qui marche plutôt bien, crédit nordique. Et au jour d'aujourd'hui, je voulais vous parler de notre fonds small cap suédois. Donc, vous voyez, on est très précis, là, on va vraiment dans le country spécifique. Mais il y a quelque chose de formidable qui se passe en Suède et je voulais partager ce point-là avec vous et notamment sur les small caps. Voilà. Bonjour à tous, donc moi je suis Jean-Marie Leroy, donc je suis chez LBO France depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc LBO France est un acteur historique du non-coté, du private equity. Donc par rapport à mes amis à côté, j'ai l'impression d'évoluer dans un univers un peu parallèle. Enfin, on verra justement les différences entre ces deux univers. Alors chez LBO France, historiquement, on était plutôt positionné sur des investisseurs institutionnels. On reste très positionné sur les investisseurs institutionnels, évidemment, mais depuis 2018-2019, on a développé une gamme de produits qui s'adresse à ce qu'on appelle chez nous la clientèle retail, qui sont des fonds millésimés, et puis maintenant on travaille sur un fonds evergreen, de produits private equity. Voilà, j'y reviendrai tout à l'heure, mais donc pour donner l'accès à une clientèle qui est adressée essentiellement à travers les CGP et puis maintenant à travers l'assurance vie, à cette classe d'actifs intéressante qui est l'univers du small et du mid cap non coté. Que vous avez aussi. Pardon? Ah oui, que nous avons évidemment. Ça, c'est, je veux dire, ce produit vient s'appuyer sur une expertise qui est de l'expertise historique d'LBO France, qui est d'investir aujourd'hui dans différentes classes d'actifs, le small cap, le mid cap, l'immobilier, le venture. Voilà, tout ça, c'est une équipe de un peu plus de 70 personnes à Paris, un peu plus de 100 personnes si on y ajoute les filiales, notamment les filiales en Italie. Donc ces produits qui sont structurés pour la clientèle particulière, privée, s'appuient en fait sur une expertise qui est une expertise historique, évidemment. Pierrick Bauchet, l'un des fondateurs d'Inocap Gestion, petite boutique, indépendante, entrepreneuriale, spécialisée sur les small et mid cap côté française et européenne, qui n'a plus rien d'indépendante. Et il y a un gros point d'actu. Après 18 années d'indépendance, Groupama Asset Management rachète Inocap Gestion, a racheté Inocap Gestion, pour deux raisons principales. Notre savoir-faire et spécificité dans la gestion des small et mid cap côté française, et notre réseau de distribution auprès des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Tout change capitalistiquement. Groupama AM rachète 100% du capital d'Inocap Gestion, mais rien ne change opérationnellement. On va continuer à être un spécialiste de l'investissement dans les small, mid, françaises, européennes. La marque Inocap Gestion reste, la gamme de fonds Quadrige reste, et on va continuer à aller sur le terrain pour aller trouver les meilleures idées, comme ce que l'on fait depuis un peu plus de 15 ans. Merci. Bonjour à tous, Charles de Sivry, donc co-gérant chez Indépendance AM. Indépendance AM, donc c'est une société de gestion indépendante, familiale, qui a été créée par William Higgons, que vous avez peut-être vu ces années passées, puisque je le remplace ici aujourd'hui. Donc créée en 1993, spécialisée dans les small cap françaises, donc depuis cette période-là, avec le fonds France, Indépendance France, qui a un peu plus de 31 ans de track record maintenant. Et spécialisé aussi dans les small cap européennes depuis 5 ans avec le lancement d'un fonds PEA-PME Europe Small, voilà, sur lequel je travaille. Nous sommes 12 personnes.
On gère près maintenant de 1 milliard, essentiellement géré sur les fonds ouverts. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis, voilà. Merci. L'année dernière, dans mon propos introductif, on évoquait le retour en grâce espéré des petites et moyennes valeurs, en particulier les françaises. Et on parlait déjà d'une arlésienne à l'époque. L'année 2025, qui avait pas mal commencé, se termine de manière assez contrastée. L'idée, pour commencer, tout en essayant de rapprocher ça de votre ADN pour les pure players de la small cap, c'est de connaître votre bilan et peut-être aussi repositionner vos fonds dans ce contexte-là, parce qu'il y a une grosse dispersion de performance. J'ai des chiffres, s'il faut, les chiffres de vos fonds, s'il faut, mais essayer de comprendre comment vous avez traversé cette période et où vous en êtes aujourd'hui. Peut-être Pierrick pour commencer. Pour la petite histoire, Pierrick avait débuté dans le private equity chez InnoCap et a fait le virage au moment du PEA-PME. Tu peux nous en reparler peut-être? Il va nous falloir 2 heures pour tes 3 questions. Non, mais c'est hyper intéressant. On a démarré par le PE, le faux PE, le PE du pauvre. Le PE exclusivement investi dans des sociétés cotées, mais à très faible liquidité. Ce sont vraiment des sociétés listées plus que cotées. On a appris beaucoup de choses en une petite dizaine d'années. On a appris que les seules performances qui comptent, c'est quand on a rendu l'argent. On a vu que le rêve, année après année, pour dire ce que l'on fait, importe peu tant qu'on n'a pas remboursé, liquidé les fonds, toutes les positions et rendu l'argent. Et de temps en temps, il y a des gros écarts de performance finale entre l'histoire que l'on raconte année après année et puis quand on a rendu l'argent. Donc on s'est émancipé, on a grandi et on est allé chercher davantage de liquidité globalement, tout en acceptant la volatilité des marchés financiers, ce qui n'empêche pas de faire de la performance de qualité dans la durée, même sur les marchés cotés, que ce soit les petites ou les moyennes valeurs. Sur l'environnement, effectivement, c'est un point important. Je pense que cela fait environ 3 ans qu'on vous suggère un vrai départ des small et des mid. Et on est trop optimiste, on s'est trompé. On doit systématiquement, vous devez systématiquement répondre à 3 questions avant de vous dire est-ce que ça vaut le coup de prendre du risque pour investir dans les small caps? Est-ce qu'on va être rémunéré pour le risque qu'on prend? Les 3 questions, elles sont simples. Est-ce que les valorisations sont attractives? Est-ce que l'écart de valo entre les small et les large est suffisamment important pour être rémunéré par rapport au risque qu'on prend? Ça, c'est le premier. Là, je crois qu'on peut tous dire effectivement l'écart de valo, il est historique, que ce soit en France, en Europe ou partout globalement. Les small par rapport au large en France, sur 3 ans, c'est moins 36, sur 10 ans, c'est moins 41%. Mais ça, c'était déjà le cas il y a 3 ans, il n'y a rien de nouveau. Le deuxième élément, deuxième question à laquelle on doit répondre, c'est est-ce qu'il y a du momentum, du catalyseur? Est-ce que ça va bouger? Est-ce qu'il va y avoir du PEPS globalement? Ben là, c'est nouveau. Depuis 2 mois, on commence à avoir des surprises positives en Europe. C'est l'Europe qui va moins mal que prévu. Il y a quelques révisions à l'hausse de la croissance économique. Et quand on fait le data surprise positive européenne par rapport aux surprises positives américaines, ben c'est en faveur de l'Europe et ça, c'est nouveau. Et on le voit, il y a des catalyseurs qui sont sur la table. Peut-être improbable, c'est le fait en Ukraine. Il y aura les élections en Allemagne, peut-être un plan de relance et les baisses de taux. En Europe, on aura peut-être 100 points de base de baisse de taux. Aux États-Unis, peut-être que 25 ou 50. Il y aura 2 à 4 fois plus de baisse de taux en Europe. Ça va alimenter la croissance, ça va alimenter les bonnes surprises. Donc oui, probablement que le momentum, il va arriver. Et ça, c'est nouveau. On n'aurait pas dit la même chose au cours des dernières années. Et pour terminer, 3e question, le flux. Qui est-ce qui va acheter après nous pour faire monter les cours? C'est la question. Et là, on aura fini, c'est la 3e question. Une petite stat qui met en exergue probablement un rebalancement entre un excès d'optimisme aux États-Unis et un excès de pessimisme en Europe. Les allocations d'actifs aux États-Unis, au mois de décembre 2024, les grands gérants américains ont sous-pondéré l'Europe de manière historique à moins 22%. Quelques semaines plus tard, janvier 2025, ces mêmes investisseurs américains ont surpondé l'Europe à hauteur de 1%. Cet écart de 23% dans les allocations en quelques semaines, c'est la 2e fois que ça arrive en 25 ans. La dernière fois, c'était en 2012. Donc oui, Stéphane, je pense qu'on commence à avoir rendez-vous avec l'histoire. Cela commence à être crédible. Le momentum est là, le flux est là et les valorisations sont très en faveur des small et des mid. Peut-être sur l'environnement. Ouais. Et aussi rappeler que sur le fonds France, les perfs historiques, Indépendance et Expansion France, le fonds historique financé par William Higgins, parce qu'on dit depuis quelques années que c'est plus vrai cette histoire de la surperformance historique des small versus les mid ou les grosses caps.
Mais pour rappel, Indépendance Expansion France, c'est 30 ans, c'est fois 42 depuis l'origine. Sur la même période, le CAC 40 net return fait x7. Comment aujourd'hui Indépendance a réussi à si bien s'en sortir dans cette période difficile et pourquoi cette telle différence avec certains de vos confrères? Oui, effectivement, la performance sur très longue période, sur 30 ans, donc depuis, un peu plus de 30 ans, depuis 92, est de 4000%, mais ça ne dit pas grand-chose, en fait, ces pourcentages. Donc, en annualisé, c'est 12,8 annualisé, donc avec des années compliquées, hein, mais globalement, on a bien les statistiques chez Indépendance. Sur 31 années, si je ne dis pas de bêtises, c'est 25 années de performance, non, 24 années de performance positive. Et sur ces 31 années, c'est 24 années de surperformance. Donc c'est à peu près 75% du temps. À quoi est due cette surperformance et cette régularité de William Higgons, hein, qui a longtemps géré tout seul ce fonds pendant 20 ans. Maintenant, l'équipe est un peu plus étoffée, mais il a longtemps géré tout seul. C'est une approche très simple de laquelle il n'a jamais dérogé, qui est une approche dite quality value, qui consiste à acheter uniquement des entreprises très rentables, les entreprises les plus rentables de la cote. Vous allez me dire, jusque-là, tout le monde fait ça, a priori. Mais de les acheter pas cher. Et ça veut dire quoi? De jamais acheter plus de 10 fois le résultat net. Ça, c'est une règle à laquelle il n'a jamais dérogé. Donc, c'est de coupler une très forte rentabilité des capitaux engagés et une faible valorisation, et de maintenir une décote de valorisation de 30% par rapport à son indice en permanence. Donc, on a aujourd'hui 30% de décote. Si je parle en price earning, parce que c'est un ratio regardez, commun, le fonds se paye aujourd'hui 10 fois le résultat net, contre un indice autour de 15 fois. Donc on a bien ces décotes de 30%, et qu'on travaille à maintenir en permanence, jour après jour. Voilà, on part du principe qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. On n'a aucune approche macro, on se concentre uniquement sur les entreprises, sur les fondamentaux, sur l'analyse financière, on ne fait que ça. Et on se concentre sur les entreprises les plus rentables, en croissance, mais on ne cherche pas de l'hypercroissance, je reviendrai peut-être là-dessus après, et surtout faiblement valorisé. Voilà, donc c'est vraiment cette approche-là et cette discipline qui fait, je pense, qui explique cette performance. Merci. L'Europe du Nord, la Suède en particulier, une zone à part. Peut-être que Michel, tu peux nous en dire un peu plus sur cet environnement et sur ce fonds Small qui a été lancé en 2015, je crois, et qui a eu des performances stratosphériques jusqu'en 2022. Il y avait un décalage entre la Suède et l'univers Mid and Small plus France, Europe plus centrale. Et puis quelques éléments aussi sur la méthodologie, l'ADN de gestion sur les small caps chez Pareto. Oui, donc en fait, mon point de départ, ça va être un chiffre, le chiffre 501. J'aime bien utiliser ce chiffre-là. Je pense que vous connaissez tous le gene David-Strauss, right? 501, c'est aussi, et je veux que vous sortiez de cette présentation avec ce chiffre en tête, c'est le nombre d'introductions en bourse qu'il y a eu sur les 10 dernières années en Suède. La Suède, c'est 10 millions d'habitants. 501 introductions en bourse, c'est plus que la France, l'Allemagne, l'Espagne et la Hollande combinées. Donc comment on arrive à un tel miracle dans le marché action suédois, qui fait d'ailleurs se déplacer des représentants de la Commission européenne pour voir comment ça fonctionne en Suède, le fait qu'il y a autant de Suédois qui investissent dans leur marché local. Bon, en fait, on part de loin, hein, la Suède, dans les années 70, c'était considéré comme la dernière station avant l'URSS. C'était un pays collectiviste, quelque part. Depuis, ils ont changé leur fusil d'épaule, ils ont mis l'accent sur mettre en place toute une infrastructure, tout un cadre idéal pour permettre à tout un chacun de se lancer dans l'aventure start-up. Et ça aboutit, vous connaissez de nombreuses valeurs, hein, comme Spotify, Klarna, là, qui va se faire lister bientôt. Mais globalement, c'est beaucoup d'activités sur le marché action. Donc ça, c'est, je dirais, le background un peu fondamental de ce qui se passe en Suède, avec beaucoup d'opportunités d'investissement pour nos gérants. Tu as parlé effectivement des performances stratosphériques qu'on a pu avoir, mais aussi on a eu un drawdown significatif en 2022, mais ça n'empêche qu'à travers le cycle, hein, sur les 6 dernières années, on a un rendement annualisé de 15,3 sur notre fonds, ce qui n'est pas si mal que ça, finalement, après le gros drawdown qu'on a eu en 2022. Donc c'est un marché très porteur.
Après, il y a un autre paramètre, sans doute sur lequel vous êtes peu familier, mais c'est qu'on fonctionne à taux variable en Scandinavie. Moi, j'habite en Norvège, j'ai un prêt immobilier à taux variable. Il y a 3 ans, j'étais à 2%, là, je suis à 5,4%. Donc, je peux vous dire que tout le monde a bien serré les fesses dans la phase de hausse, mais la bonne chose, c'est que là, on est dans une forte phase de baisse en Suède. En Norvège, les taux n'ont pas bougé, mais en Suède, ils ont déjà décalé de 150 bips. Ça veut dire tout de suite du pouvoir d'achat pour le citoyen suédois, et donc il peut s'en servir soit pour la consommation, soit pour réinvestir. Voilà. Et on sent très bien que là, un nouveau momentum est en train de se mettre en place, avec de plus en plus d'intérêt sur le marché action et sur le marché small cap. Là, notre fonds, au jour d'aujourd'hui, il fait 6,8% de performance en year to date. Mais voilà, il y a quelques particularités, des différences assez marquantes quand même dans ce pays et dans cette belle région. Il faut savoir aussi que globalement, ces pays-là, là j'étends un peu le propos à toute la Scandinavie, mais au Danemark, on sort de 7 années back-to-back de surplus budgétaire, hein, pas d'équilibre budgétaire, mais de surplus budgétaire. En Suède, cette année, on baisse les impôts, les taux baissent, donc les deux moteurs de soutien à l'économie et à la croissance sont bien orientés. En Norvège, où j'habite, si on divise les avoirs du fonds souverain norvégien par le nombre de Norvégiens, on est à 400 000 € de capital qui peut être utilisé lorsqu'il y a des difficultés économiques. Voilà, donc c'est une région et un pays, la Suède, qui avance, qui fait une différence avec le reste de l'Europe. C'est à bas bruit, on n'en parle pas beaucoup, hein, parce que c'est des petits pays, mais voilà, ça délivre de la performance. Et le fonds dont je vais vous parler aujourd'hui cherche un peu à capter sur le segment small cap, ce dynamisme juste extraordinaire en matière d'action. Merci. Pour revenir au private equity et le fait de les intégrer à cette table ronde, l'idée c'est d'évoquer aussi 2-3 chiffres et j'en arrive à pouvoir nous en dire plus, mais pour comprendre l'importance que ça a pris sur les dernières années et aussi les parts de marché que ça a pris aux gérants en small cap qui ont eu des contre-performances aussi. Le private equity disponible auprès d'une clientèle dite non qualifiée, c'était 600 millions d'euros en 2017 et on est passé à fin 2023 à 8 milliards d'euros. Ça a fait x12. Donc évidemment au travers de véhicules FCPR, FIP, FCPI. Et l'idée de LBO aujourd'hui, c'est de mettre en avant et de lancer son premier FCPR Evergreen éligible à l'assurance vie, mais avec une approche assez spéciale, et j'en arrive à nous en dire plus, c'est d'essayer vraiment de dupliquer la gestion canal historique de LBO dans ce véhicule, et peut-être pas faire à l'instar de certains de vos concurrents qui ont fait des produits un peu spéciaux, un peu hybrides, et je pense que c'est intéressant de mieux comprendre ce que vous allez faire chez LBO. Oui, en fait, parce que derrière le private equity, il se cache beaucoup d'approches différentes du métier. Bon, tout le monde a connu les fonds fiscaux qui ont eu quand même des performances très moyennes, on va dire, pour être sympathique. Nous, on a une approche du private equity qui est une approche qui fait notre spécificité depuis maintenant plus de 20 ans sur le small cap et même un peu plus sur le mid cap. C'est une approche en tant qu'actionnaire majoritaire. Et ça fait toute la différence. Donc, on ne construit pas un portefeuille avec des positions minoritaires dans lequel finalement on a peu d'impact sur la performance des entreprises. On agit exclusivement en tant qu'investisseur majoritaire. Donc concrètement, au quotidien, ça se passe comment? Ça veut dire sur une année, sur la partie small cap, on va étudier une centaine de projets qui nous sont proposés, une cinquantaine sur la partie mid cap, et on va finir par réaliser dans ces projets d'investissement, ces 150 projets, on va finir par en réaliser 2, 3, 4, 5 maximum. Donc ça veut dire qu'il y a une très très grande sélectivité. Donc, je dirais, sur chaque projet, on va travailler pendant plusieurs mois en général, hein, pour ne pas devenir des experts du secteur, mais pour comprendre l'environnement de la société qu'on est en train d'étudier, quels sont ses concurrents, la dynamique du marché, son business plan. On va travailler avec l'équipe de management pour constituer des études de sensibilité sur les business plans. Étudier les investissements qui sont à réaliser, etc. Enfin, on se comporte comme un véritable actionnaire majoritaire
avec une équipe de management et on va donc se projeter sur un horizon qui est un horizon en général de 4 à 7 ans. L'idée étant, au bout de cette période, d'avoir un actif qu'on a fondamentalement transformé. Donc transformé, c'est-à-dire l'avoir rendu plus attractif, c'est-à-dire plus international, plus diversifié, plus rentable, des perspectives de croissance plus fortes. Ça passe par de la croissance organique, ça passe souvent par de la croissance externe. Et donc, on s'est doté justement pour accompagner les entreprises d'une équipe opérationnelle au sein d'LBO France. Il y a 6 personnes qui ne sont pas des financiers, mais qui sont des personnes qui viennent du monde de l'entreprise, qui ont été elles-mêmes en fait dirigeantes PME ou dirigeants de filiales dans des groupes. Et qui sont capables d'accompagner l'équipe de management et la réflexion, les équipes d'investissement de LBO France sur des thématiques très très concrètes, très opérationnelles. Ça peut être des sujets de transformation digitale, ça peut être des sujets d'optimisation de lignes industrielles, c'est évidemment des sujets de croissance externe et puis l'intégration des acquisitions une fois l'opération réalisée. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'en fait, on est relativement décorrélé des marchés financiers. Quand on disait tout à l'heure, vous disiez les small caps, finalement, les dernières années, est-ce qu'on est à la veille d'un rebond des small caps? En réalité, nous, on est assez décorrélé de la perception qu'ont les investisseurs du marché du small cap. Parce que nous, en fait, ce qui est important, c'est pas tellement le cours de bourse. Enfin, on regarde jamais les cours de bourse, par exemple, des entreprises, des secteurs dans lesquels on investit, si ce n'est le jour où on revend. Et si un acquéreur est une société cotée, ça nous intéresse de regarder comment est valorisée la société cotée, parce que ça nous donne une indication de ce qu'elle sera prête à payer. Mais je dirais les fondamentaux de notre métier, c'est de créer de la valeur, de rendre la société plus attractive et de la structurer. Et donc c'est un travail de stratégie cœur, c'est le capital transmission. Donc la stratégie cœur, effectivement, c'est le capital transmission. Très souvent dans le cadre d'opérations, ce qu'on appelle des opérations primaires, c'est-à-dire des opérations où nous sommes les premiers investisseurs financiers majoritaires. Il peut y avoir eu préalablement aux côtés d'une famille un actionnaire financier minoritaire, mais par une opération primaire, j'entends que c'est la première fois qu'effectivement une entreprise se retrouve avec un actionnaire financier majoritaire. Voilà. On s'intéresse aux entreprises, sur le small cap, on va jusqu'à une centaine de millions d'euros de valeur d'entreprise. Sur le mid cap, on va un peu au-delà, au-dessus de 100 millions d'euros. On est multisecteur, donc on n'est pas spécialiste d'un secteur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le potentiel de création de valeur. Voilà. Et on est sur 2 géographies essentiellement aujourd'hui, donc la France et l'Italie. Et on a la chance en France et en Italie d'avoir énormément de très belles PME, familiales souvent, avec des vrais savoir-faire, très orientées sur l'international et qu'on accompagne souvent dans des opérations de transmission d'un actionnaire dirigeant fondateur qui a besoin de passer le relais à son équipe de management et on accompagne l'équipe de management dans la suite de l'aventure. Voilà, et cette stratégie qu'on mène maintenant depuis de longues années, voilà, c'est une stratégie, je veux dire, laborieuse. Hein, il faut la création de valeur, elle se fait au quotidien par une implication très forte de nos équipes. La sélection était évidemment importante au départ, hein, ce que j'expliquais tout à l'heure, et elle a bien performé puisque nos targets en termes de retour sur investissement, on réfléchit plus en multiples nous qu'en TRI. Mais quand on regarde une opération, on vise au moins 2,5 fois la mise sur un horizon de 5 ans. Voilà, on reviendra peut-être après sur ces sujets de performance. Pierrick, insister sur quelques points, l'ADN de gestion d'InnoCap et les filtres particuliers que vous mettez en avant dans la sélection. Pas les filtres, mais bon, Bien sûr, on se concentre sur une chose simple. On va parler des small cap françaises, on parlera tout à l'heure du fonds Quadriche France Small Cap. On doit répondre à une question avant d'investir. Est-ce que l'entreprise est unique au monde? Et vous avez en France beaucoup de PME, ETI, leaders mondiaux sur leur niche de marché.
Vous les connaissez peu, ce sont souvent les grands fournisseurs des grandes valeurs qui composent les grands indices que vous connaissez très bien par contre. Donc c'est cette question à laquelle on doit répondre. Est-ce que l'entreprise a su bâtir au fil des décennies un positionnement unique au monde? Est-ce qu'elle a su se rendre incontournable pour ses clients? Et nous, la perception, c'est une sélection à travers l'innovation. À nous de bien comprendre en quoi cette innovation permet de mettre sur le marché des produits qui ont des fonctionnalités que les concurrents ne savent pas faire. Et cette innovation, elle va faire gagner de l'argent à son client. Et elle va permettre également de réduire la consommation des ressources dans son environnement. Donc, on a des entreprises qui sont françaises, numéro 1 mondial, sur des niches de marché qui sont extrêmement vertueuses. Donc, ce sont ces entreprises que l'on va chercher. Et nous ne faisons aucune différence. Tu évoques les filtres entre l'analyse financière fondamentale et l'analyse ESG-ISR. À partir du moment où vont contribuer à faire plus vite, mieux, localement, en consommant moins de ressources, ben vous êtes au cœur de l'ISR. Ça ne s'appelait pas l'ESG avant, mais c'était exactement ça. Et donc, on retient ces entreprises. On a un processus d'investissement qui est simple, qui est complet, qui est hyper transparent. Et sur cette base d'une différenciation très forte avec des leaders mondiaux innovants uniques au monde, on doit rajouter 2 éléments. Est-ce que l'entreprise rentre en phase d'accélération de sa croissance? Ça, c'est le levier opérationnel. Et est-ce que sa valorisation est modérée? C'est le levier des marchés financiers. Différenciation, accélération, valorisation modérée. Là, on se donne tous les atouts pour pouvoir créer de la performance. Et je rebondis sur un chiffre. Tu évoquais le 501, mis sur le marché. Nous, c'est triste. Notre chiffre, c'est 18 dans le fonds Quadriche France Small Cap. C'est 18 OPA, avec une prime à la clé. On ne recherche pas les OPA, on ne recherche pas les IPO, on recherche la différenciation unique au monde. Mais quand il y a une OPA et qu'il y a un grand industriel qui veut mettre la main sur une petite pépite innovante française, c'est là où on se dit, on avait bien vu la stratégie industrielle. Charles, chez Indépendance, c'est un peu la rançon du succès. Les encours progressent et du coup, on s'est élargi à l'Europe. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur à la fois l'évolution de l'équipe pour tout ça et peut-être commencer à évoquer des niveaux de valorisation et peut-être un dossier qui serait signature de la gestion et de l'ADN Indépendance en ce moment? Donc on s'est étendu à l'Europe en 2018, donc c'est assez récent, on n'était pas du tout expert de l'Europe, hein. Autant il y avait une belle expertise sur la France depuis les années 90, mais ce n'était pas le cas sur l'Europe. Le fonds européen a une performance qui est tout à fait correcte, qui est à peu près en ligne d'ailleurs avec la performance annualisée du fonds France à 12,6%, alors même qu'on n'était pas du tout expert de cette zone. On ne prétend pas aujourd'hui non plus être expert de cette zone. Néanmoins, je pense que c'est William qui le dit et qui avec des bons arguments, que plus de 90% de la performance est liée à notre approche quality value et à cette discipline d'acheter des actifs très rentables et pas chers. Mais quand on dit pas cher, j'insiste vraiment là-dessus parce que je pense que c'est aussi ce qui nous différencie de beaucoup d'autres approches, c'est d'acheter objectivement pas cher. Parce qu'il y a beaucoup d'approches, beaucoup de gestions qui revendiquent une approche GARP, donc qui veut dire Reasonable Price, mais pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose, Reasonable Price. Il y a vraiment ce qui se paye pas cher, objectivement, et ce qui se paye très cher. Donc on ne s'est jamais autorisé à acheter des actifs à 20 fois le résultat net ou plus. Donc je pense que, j'insiste un peu là-dessus, parce que tu parlais de valorisation. Pour nous, c'est essentiel. Sur l'Europe, donc, on a effectivement ouvert ce fonds Europe Small, eligible PEA-PME, en 2018, et un nouveau fonds Europe Mid l'année dernière. Donc, comme son nom l'indique, qui se concentre sur des capis un peu plus importantes, puisque la capi médiane de ce fonds-là est à un peu plus de 3 milliards, quand la capi médiane du fonds Europe Small est à 700 millions. Toujours au sujet des valorisations, et je voulais un peu rebondir sur votre intervention, au sujet des valos dans le private equity. Nous, on est clairement, je ne vais pas dire choqués, mais on s'interroge vraiment sur la durabilité du gap de valo qu'il y a entre le private equity et les sociétés, les PME cotées. Un actif coté n'est pas moins un actif, n'est pas moins une entreprise réelle, un actif économique réel qu'une entreprise non cotée. Je fais référence un petit peu au discours des fonds de private equity qui disent financer l'économie réelle. Je tiens à rappeler quand même qu'il n'y aurait pas de marché primaire s'il n'y avait pas de marché secondaire.
Quand on entre, quand on crée une entreprise, quand un fonds private equity rentre au capital d'une entreprise, je pense, je ne suis pas un expert du secteur, mais qui pense simultanément, enfin instantanément à sa sortie au moment où il rentre. Vous parlez de 2,5 fois la mise. Donc l'objectif est clair quand vous mettez les capitaux sur la table. Donc je ne comprends pas que les small caps, je défends un peu les small caps cotés ici, que ce soit en France ou en Europe, se payent à des niveaux de valorisation tapis, qui sont des niveaux qu'on a vus en 2009, qu'on a vus en mars 2020 au plus bas au moment du confinement. Et en plus c'est liquide, merci. Quand le private se paye, aujourd'hui j'ai vu l'indice Argos mid-market il y a quelques jours, près de 10 fois l'EBITDA. Bon. Quand nos fonds se payent aujourd'hui 5 fois, à peu près 5 fois, un peu en dessous, même 4,9, donc 50% moins cher. Pour une qualité qui n'est pas forcément inférieure. Voilà. Donc je tenais à l'occasion de cette intervention, de cette conférence, de cette table ronde, de rappeler ça. Voilà, il n'y a pas de différence fondamentale entre un actif coté et un actif non coté. Voilà, je voulais citer un peu là-dessus. Merci. Michel, quand je t'écoute, j'ai l'impression que la vraie Startup Nation européenne, c'est la Suède. Est-ce que tu peux on avait évoqué des éléments sur la numérisation, la digitalisation, nous redonner quelques éléments pour comprendre pourquoi il y a ce tel foisonnement en Suède, et peut-être commencer à évoquer aussi les niveaux de valorisation, et pour faire la bascule avec la suite, une sorte de dossier référence que vous avez en portefeuille en ce moment. Oui, alors globalement, enfin, je pense que les Suédois ont un très bon niveau d'éducation, et notamment financière, ce qui explique d'ailleurs que 40% des Suédois investissent dans les actions. Mais c'est vrai qu'il y a eu toujours un appétit très très fort pour l'innovation au sein des populations nordiques. Et on peut le voir que là, il y a plusieurs articles qui sont sortis un peu sur pourquoi ces petits pays produisent autant de large cap dans différents secteurs d'activité d'ailleurs, hein, ce qui peut paraître surprenant. Et pour revenir aux Suédois, c'est une population active de 5,7 millions d'habitants, de citoyens. Et depuis 2005, je crois qu'ils ont créé 1 million d'emplois dans des emplois plutôt qualifiés, hautement qualifiés. Donc, il y a vraiment un basculement un peu de cette société vers une société de services à valeur ajoutée importante. À titre d'exemple, hein, mais ce n'est pas seulement d'ailleurs en Suède, hein, dans le secteur bancaire, par exemple, on n'utilise pas du tout de chèques, il n'y a pas de distributeur de billets, il y a très peu d'agences en dur. Le niveau de digitalisation, d'activité digitale est extrêmement élevé. Et d'ailleurs, tu parlais de valeurs phares. On a deux valeurs phares qui sont un peu l'équivalent du Boursorama en France, là, dans notre portefeuille. C'est des valeurs qu'on a depuis plusieurs années et qui délivrent des performances opérationnelles très substantielles et qui prennent des parts de marché aux banques en dur en Suède. Voilà, donc oui, il y a fondamentalement toutes des infrastructures qui ont été mises en place. Hein. Ce n'est pas sur les 5 dernières années que ça s'est passé ça. Hein. Comme je vous l'ai dit, depuis les années 70, il y a vraiment une volonté de développer les infrastructures susceptibles d'inciter les gens à se lancer dans les startups. Alors vous connaissez, j'ai cité Spotify, Candy Crush, voilà, Klarna, il y en a quand même plusieurs. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont mis en place ces infrastructures. Au plan fiscal, quand vous êtes un Suédois, vous pouvez ouvrir un compte titre et vous ne serez pas taxé sur les plus-values, vous ne serez pas taxé sur les dividendes. Vous avez une simple taxe, une flat tax sur un peu les encours de votre portefeuille et vous n'avez aucune déclaration fiscale à faire. C'est l'établissement financier qui s'en charge. Donc, résultat des courses, vous avez quand même beaucoup de gens qui sont attirés par les marchés financiers, qui comprennent les mécanismes et qui investissent. Il y a vraiment un écosystème qui s'est mis en place autour des small caps avec des banques d'investissement qui sont même spécialisées sur la mise sur le marché de ce type d'entreprise. Alors après, sur notre style de gestion, peut-être pour revenir sur 2-3 points fondamentaux. Donc, c'est d'abord l'immersion locale. On a 2 gérants suédois qui n'investissent que sur le marché suédois, qui sont là depuis de nombreuses années. L'un d'entre eux a été élu le meilleur gérant action en 2020 et 2021, toute classe d'actifs confondus au sein du segment action. Deuxièmement, ils sont très sourcilleux sur la profitabilité. Là, on vous rejoint, je pense.
on ne veut avoir dans le portefeuille que des entreprises qui ont un potentiel de croissance des bénéfices de l'ordre de 15 à 20% par an. Après, il peut y avoir des variances, mais au jour d'aujourd'hui, la croissance des bénéfices du portefeuille est de l'ordre de 18%. Donc c'est vraiment le point clé, hein. On ne veut pas investir dans des entreprises qui ont des profits futurs et qui génèrent des pertes actuellement. Troisième point, je vous rejoins un petit peu sur ce sujet-là, on n'est pas très chaud d'aller directement sur les introductions aux bourses, hein, même s'ils ont été nombreuses sur les 10 dernières années. On préfère laisser aux entreprises le temps de confirmer qu'au niveau opérationnel, elles délivrent ce qu'elles ont indiqué dans le prospectus de mise sur le marché. Voilà. Et le quatrième point, la valorisation, c'est effectivement un sujet qui nous a un petit peu posé problème, hein, clairement, en 2022, avec le fort drawdown qu'on a pu avoir. Hein. On a été emporté, je pense, par une valorisation excessive. C'est redevenu au centre du processus d'investissement. Et clairement, à la fois sur la sélection de valeurs et aussi sur sortir d'une position qui a très bien performé, écréter sans attendre que le marché décale. Voilà, ça fait partie intégrante maintenant du processus de gestion et c'est une meilleure discipline de vente quelque part qui est indispensable. Voilà, et donc ça c'est aussi dans l'esprit scandinave où on est assez humble, on reconnaît un peu ses erreurs, on apprend un peu de ce qui s'est passé, même si sur les 6 dernières années, le rendement moyen annuel est de 15%, on reconnaît qu'on aurait pu faire mieux, avec moins de volatilité sans doute. Il est référencé chez Cardiff, chez pas mal de... Peut-être pour enchaîner avec Jean-Marie et sur les dossiers, moi je trouve qu'il y a un dossier que connaissent beaucoup de CGP qui a fait parler de lui, que Jean-Marie avait en portefeuille au début, c'est SES, Store Electronic System. Et c'est un vrai dossier qui est capable de montrer que rien ne vous oppose et parfois on peut faire la bascule du private equity vers la cote pour peut-être un jour demain ressortir à travers d'un fonds de private equity. Mais est-ce que Jean-Marie, en premier dossier, pourrait nous dire quelques mots sur... Oui, bien sûr, même si ça date un peu. Hein. Je voudrais quand même réagir juste sur un commentaire qui a été fait avant de parler de SES, un commentaire qui était fait là sur les niveaux de valorisation du private equity. Alors je me méfie toujours des moyennes, hein, parce que les moyennes, elles ne veulent pas dire grand-chose. Effectivement, on a sur le private equity un indice qui est l'indice Argos que tout le monde regarde, qui sort régulièrement. Et en fait, quand on le regarde sur assez longue période, voilà, on a des multiples d'EBITDA qui étaient historiques, enfin, si on remonte un peu dans le temps, qui étaient autour de 8, qui sont montés autour de 11. Et en fait, on se balade dans un tunnel aujourd'hui entre 9 et 11 fois, les d'EBITDA. Est-ce que c'est cher ou pas? Franchement, je n'en sais rien. J'ai l'impression que certaines small cap cotées, en particulier, comme on le disait, les championnes françaises, leaders sur des marchés de niche, méritent certainement des multiples plus élevés que leur valorisation aujourd'hui. Mais de toute manière, la vraie valeur de ces actifs, pour moi, qu'ils soient cotés ou non cotés, c'est la valeur le prix qui est prêt à être payé par un investisseur ou un acheteur industriel. Et enfin, j'ai écouté hier la séance de l'année dernière où plusieurs intervenants expliquaient qu'en fait les performances de leurs fonds en cotés étaient en particulier tirées par les OPR réalisés par les acheteurs industriels. Ce qui montre bien que la valeur finalement réelle, ou qui est la plus proche de la réalité, c'est la valeur qui est acceptée comme prix de référence par ces acheteurs industriels. Et nous, c'est ce qu'on essaye d'apprécier. C'est la valeur qu'on peut effectivement obtenir à la sortie par un acheteur industriel. C'est environ 50% de nos opérations, elles sortent sur des acheteurs industriels. Et en moyenne, quand on regarde sur les 10 dernières années, entre notre multiple à l'achat et notre multiple à la vente, on a en moyenne 1,5 à 2 points de multiple en plus que le multiple d'acquisition. Alors je pense que c'est aussi parce qu'on a bien acheté. Voilà, évidemment, une partie de la performance, elle se fait à l'acquisition. Donc on est très, je pense qu'on fait partie des gens qui restent très, comment dire, prudents et mesurés sur les multiples qui sont payés à l'entrée. Et puis à nouveau, faut refaire ce que je disais tout à l'heure, mais c'est surtout le travail qui est fait ensuite pour augmenter, pour justifier un multiple plus élevé à la sortie. Alors, si on revient sur SES, alors SES, c'était effectivement, je garde un bon souvenir, parce que c'était un de mes premiers investissements
chez LBO France. Je suis arrivé en 2003 et en 2004, on a investi dans une société qui s'appelait à l'époque Store Electronic Systems et qui faisait des étiquettes électroniques pour l'affichage du prix dans les grands magasins. Donc c'est les prix que vous trouvez sur la gondole et qui affichent le prix. Alors, on avait racheté ça à une famille et quelques investisseurs venture qui avaient investi dans différents tours de table. Qui, je pense, s'agissant des fonds venture, sont sortis un peu trop tôt parce qu'en fait, nous, on est arrivé à un moment où la société commençait à avoir un niveau de rentabilité important. Elle faisait une petite vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et quelques mois après l'acquisition, la société a signé un très gros contrat en Belgique pour déployer dans tous les magasins, les supermarchés belges, des étiquettes électroniques. Donc c'était évidemment à l'échelle de l'entreprise un très beau contrat, plus un gros déploiement en France dans pas mal de chaînes, plutôt de chaînes indépendantes, Leclerc, Intermarché, etc. Et donc on était vraiment dans une entreprise en hyper croissance qui nous a permis d'introduire la société en bourse 18 mois plus tard et de céder à ce moment-là 50% de notre détention. Les 50% restants étant avec un lock-up d'un an, je pense. On a sorti le reste encore donc un an plus tard et on a fait 6,5 fois la mise, ce qui est resté très très longtemps la plus belle performance de nos... Je crois qu'on est en 2006. Pierrick, pour faire l'enchaînement, tu en as eu du Store Electronic System On a accompagné SES Imagotag, Exactement. puis Vusion, effectivement. On a vu l'OPA des Chinois, on a vu la montée au capital du management. Après la Belgique, après la France, on a vu le plus gros contrat en Europe, c'était Mediasaturn, c'est notre Darty allemand, contrat de 150 millions d'euros. Puis quelques années plus tard, on a vu le contrat avec Walmart, contrat de 3 milliards de dollars. Donc on a vu la superbe histoire, effectivement, et on a profité d'un cours multiplié par 3, sachant que les profits avaient été multipliés par 5 sur la période. Et donc la valorisation était restée tout à fait raisonnable. Mais là, on partage l'exemple d'une licorne, non côté, qui redeviendra peut-être non côté. Ça va, ça vient, c'est assez fluide. On parle de super performance. Bravo, monsieur, vous faites des super performances. On fait tous des super performances. On fait à peu près le même métier, mais pour vous, je pense qu'il y a une différence en fait entre le côté et le non côté. Si vous n'avez pas 10 ans devant vous sans devoir regarder l'investissement, regardez la liquidité. À vous de savoir dans le rapport qualité-prix quelle est l'importance de la liquidité, puisque on sait que on ne liquide pas forcément dans les conditions que l'on souhaite. Il peut y avoir une phase de hausse de taux d'intérêt, il peut y avoir une phase de récession économique. Donc l'intérêt des marchés cotés, c'est la liquidité au quotidien, la transparence des frais également. C'est l'anti-promesse, en fait, c'est la réalité. Quand on présente des performances sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, elles sont nettes de tout frais globalement. Et c'est l'intérêt d'une forte réglementation sur le marché coté, c'est qu'il y a une énorme transparence dans les performances. Charles, pour faire le tour sur les dossiers références, peut-être une illustration et peut-être pas sur la géographie France pour changer. Oui, pardon, j'avais oublié de répondre à cette question tout à l'heure. Un dossier enfin phare, c'est pas forcément un dossier phare, mais un dossier qu'on est en train de rentrer dans les fonds Europe Small et Mid, alors c'est pas très glamour, c'est pas très techno. C'est un groupe cimentier italien qui s'appelle Buzzi. Voilà, une entreprise familiale qui capitalise 8 milliards à peu près, qui fait un chiffre d'affaires de 4 milliards aussi. Mais ce qui est assez impressionnant dans cette société, vous allez vite comprendre pourquoi elle nous intéresse, c'est le couple rentabilité des capitaux engagés, valorisation. On a un ROCE, donc une rentabilité des capitaux engagés, qui est de l'ordre de 18%, et une valorisation qui nous intéresse beaucoup, puisqu'on parle d'un price earning, enfin d'un PER sur les résultats nets 2024 de 8 fois à peu près, et d'un multiple VE sur EBITDA, puisqu'on en parle beaucoup de ce multiple aussi, de 5 fois. Voilà, donc, et c'est un ROCE qui est assez structurel, c'est pas juste un one-off comme ça. Voilà, donc en fait, il y a beaucoup de sociétés de ce secteur qui est boudé, qui est même exclu pour des raisons ESG ou autres, qui offrent par conséquent des valorisations très intéressantes pour une rentabilité excellente et une croissance, c'est pas 20% par an de croissance du chiffre d'affaires, mais on est sur une croissance moyenne de 5-6% du chiffre d'affaires sur les 10 dernières années. Donc on aime bien ce type de dossier, pas très sexy, mais au couple rentabilité-prix très intéressant.
Merci. Michel, si on revient à la Suède, on a évoqué quelques dossiers déjà, peut-être quelques mots sur les valorisations et les secteurs qui constituent la cote qui est assez particulière en Suède. Oui, oui, on est un petit peu différent sur ce sujet-là. Donc, si on regarde la croissance des bénéfices de l'indice Small Cap sur les 10 dernières années, je crois qu'en moyenne annuelle, on est à 11,6, alors que sur le marché des Small Cap, si on prend le MSCI Europe Small Cap, on est plutôt à 7,7. Donc, on est clairement sur un marché où les différentes entreprises qui constituent ces indices sont de façon tendancielle un potentiel de profit plus élevé. Et donc, ça veut dire aussi des multiples plus élevés, clairement. Voilà, nous, sur notre fonds, là, on est sur des multiples actuellement de l'ordre de 22. Voilà, donc c'est aux yeux des gérants relativement raisonnable. Hein. On a eu on a eu des multiples plus élevés dans le passé. Comparé effectivement à votre mode de gestion, on est sans doute sur des multiples élevés. Donc au moins, on ne sera pas sur les mêmes valeurs, on peut le dire. Mais très clairement, les deux gérants là, cherchent à investir sur des valeurs qui ont une capacité à générer des bénéfices de façon récurrente, avoir une croissance des bénéfices de l'ordre de 15 à 20%. On a vraiment des très très belles pépites dans le portefeuille. Après, ils cherchent aussi à diversifier leurs risques. On a aussi un peu d'exposition sur des acteurs qui sont dans l'immobilier, où là le profil de rentabilité est quand même plus faible, hein, clairement, mais voilà, c'est un élément pour stabiliser le portefeuille. Après, sur la particularité de la Suède, oui, c'est vrai que l'industrie a toujours été très 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 présente hein, dans les large caps, mais également dans les small caps. Donc on a un quart du portefeuille dans le secteur de l'industrie, mais qui a toujours aussi une dimension tech. Hein. On parle quand même d'entreprises qui sont lancées dans la conquête. Un point important de tous ces petits pays scandinaves, hein, c'est qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers l'international. Et donc, d'être assez innovant, d'être assez agile, d'être assez tech focus, quelque part. Voilà, donc ça, c'est un quart de notre portefeuille. Après, on a presque aussi un quart sur la tech. Et après, c'est assez diversifié par segment. Comme je vous l'ai dit, il y a de l'immobilier. Là, on va peut-être renforcer la poche consumer, consumer, vu que les taux baissent, que voilà, les Suédois récupèrent davantage de pouvoir d'achat. Voilà. Mais après, on n'est pas dans une approche sectorielle, hein, c'est vraiment entreprise par entreprise. La dimension sectorielle, c'est plutôt pour analyser les risques hein, en termes de risques opérationnels sur les différentes entreprises qu'on peut avoir dans notre portefeuille. Jean-Marie, peut-être quelques mots sur le calendrier du lancement du FCPR Evergreen. Et puis un autre dossier qui serait symbolique de la gestion, on avait évoqué Materne, je crois, ouais. Par exemple. Ouais, donc le fonds Evergreen, c'est la suite logique de la stratégie retail que j'évoquais tout à l'heure, qui était sur des fonds millésimés, hein, qui s'appelle White Cap Selection, donc qu'on a lancé à partir de 2019. On a fait un deuxième en 2021 et puis un troisième en 2023. 150 millions d'euros. Voilà, environ 150 millions d'euros qui ont été levés sur ces trois millésimes. L'idée de l'Evergreen, c'est d'investir sur les mêmes sous-jacents, donc d'investir dans les mêmes types d'actifs, mais effectivement à travers des contrats d'assurance vie. Donc on a reçu, alors je ne suis pas le spécialiste au sein de la maison, mais on a l'agrément et on est en train de négocier des partenariats avec les assureurs pour pouvoir commencer effectivement à déployer ce type de produit. Donc c'est, je pense, le small et le mid et pas de venture et pas d'immobilier. Alors si, parce que là on était un peu... Ah oui, pardon, dans l'Evergreen, effectivement on va rester sur la même stratégie que sur la partie White Cap, sur les fonds millésimés. Avec de l'immobilier jusqu'à 25%. Et puis le reste, c'est du private equity, small cap, mid cap. Capital transmission. Voilà, capital transmission. Pas de venture. Pas de venture. Un autre dossier référence qu'on a pu évoquer ensemble. Alors effectivement, mais après, je vais avoir l'impression de ne parler que je dirais de performances exceptionnelles, mais bon, puisque tu n'avais pas évoqué le TRI sur les dossiers CD. Ouais. Oui, Materne, effectivement, c'est aussi une opération très emblématique
qui est une opération, puisque c'est une opération qu'on a racheté un fonds d'investissement et on a vendu une fois de plus à un industriel. Donc Materne, vous connaissez tous, en particulier les pommes-potes, hein, vous vous souvenez, ces gourdes avec de la compote. Donc c'est un investissement qu'on a fait en 2010 et toute la stratégie, c'était le développement de ce produit qui à l'époque était encore relativement peu copié. Avec un projet qui était de développer aux États-Unis et d'imposer aux États-Unis, enfin de faire connaître aux États-Unis un mode de consommation de la compote qui n'existait pas, qui était cette consommation très, très simple pour les enfants. Et donc, c'est ce qu'on a réussi à faire en ouvrant 2 usines aux États-Unis. Date d'entrée, date de sortie? 2010 et vendu en 2016 au groupe Bell. On a doublé le chiffre d'affaires et doublé les l'EBITDA, avec une partie importante du développement aux États-Unis. On a fait un peu plus de 4 fois la mise. Pierrick, peut-être sur un dossier, parce que je crois qu'on est pris par le temps. Très rapidement, je vous emmène à Bordeaux, à Cestas, une entreprise que vous ne connaissez pas, mais vous connaissez ses produits, les airbags. 7 airbags sur 10 partout dans le monde sont découpés sur des tables automatiques Electra. L'entreprise, c'est Electra. Entreprise très innovante, 527 millions de chiffre d'affaires, 13% du chiffre d'affaires investi en R&D, c'est colossal. Numéro 1 mondial, entre 50 et 70% de part de marché. Electra, numéro 1 mondial, a racheté son concurrent ennemi, toujours Gerber. Numéro 2 mondial, mais numéro 1 américain. Electra, c'est 95% du chiffre d'affaires international, une bonne partie aux États-Unis. Electra vend aux États-Unis et produit aux États-Unis. La beauté du modèle, les 13% de R&D permettent de faire plus vite, mieux, localement, en consommant moins. Sur chaque machine de découpe, c'est 4% de matière économisée chaque année. 1% de matière économisée, c'est 100 000 euros. 4%, 400 000 euros. La table de découpe coûte 350 000 euros. Je suis un industriel, j'investis 350 000 euros pour gagner de l'argent. C'est ça ce que l'on fait. On investit dans des leaders mondiaux extrêmement solides qui contribuent à rendre le monde meilleur. 10 fois les résultats, 25% de croissance des profits. C'est à l'image du fonds Quadriche France Small Cap, un vrai fonds France, 100% d'entreprises françaises, un vrai Small Cap, 800 millions de capi boursière médiane, 750 millions de chiffre d'affaires moyen, entreprise française, mais très internationale, 75% de leur chiffre d'affaires à l'international. Entreprise très rentable, pas endettée, 25% de croissance des profits, et le multiple en termes d'EBIT, on est à 12,5 fois, donc en EBITDA, on est sous les 10 fois. 0,5 le rapport, multiple, perspective de croissance des profits. Charles, pour finir, le nouveau véhicule lancé le 1er octobre, je crois, c'est Oui. celui qu'on souhaite mettre en avant aujourd'hui. Oui, merci. Le fonds Europe Mid, donc, qui est un fonds européen investi essentiellement. La France est à peu près 30%, et puis et ça n'a pas vocation à dépasser ce pourcentage-là. Et je vais me répéter, c'est exactement la même stratégie. On n'a qu'une seule stratégie, qu'une seule discipline sur ce fonds. Voilà, il y a un overlap un petit peu avec le fonds France. Évidemment, on l'a nourri, on l'a lancé avec des sociétés qu'on connaît déjà. Et peu à peu, voilà, Référencement en cours. Et les référencements sont en cours. Alors, je ne suis pas le spécialiste des référencements, mais en tout cas, il y a des personnes chez nous qui pourront répondre à ces questions si ça vous intéresse. Merci à tous les quatre. Et pour répondre à la question tout à l'heure, Pareto est déjà bien référencé en France et c'est aussi le cas pour le fonds Small suédois. Il s'appelle comment le Pareto? Oui, en fait, il ne s'appelle pas Pareto. Un bon point. Donc, nos fonds crédits s'appellent, on a 2 fonds crédits référencés. Donc, le fonds Pareto Nordic Corporate Bond qui fait 1,6 milliard d'euros, qui est un peu notre flagship là, auprès de la clientèle institutionnelle et patrimoniale. Et ce fonds Small Cap s'appelle Enter, donc E-N-T-E-R. C'est notre filiale suédoise en fait, qu'on détient à 100%. Enter Småbolag. Små veut dire petit, Bolag veut dire entreprise. Voilà, Enter Småbolag. Merci, messieurs. Merci,